Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous France 2012, le face-à-face avec aujourd'hui Denis Jambard, éditorialiste, bonjour. Bonjour. Et Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, bonjour. Alors François Hollande, tel un alpiniste qui attaque la face nord de l'Himalaya, le sommet ce n'est pas pour maintenant, tant il dévisse en chutant de 11 points dans les sondages, un record historique sous la 5e République. D'autant que les camarades de cordée, les Verts, alourdissent le poids de la discorde, puisque les écologistes ont décidé de ne pas voter le traité budgétaire européen. Et en attendant, Marine Le Pen, elle entame, sa croisade laïque au moment où le Qatar va financer un fonds pour les banlieues en pleine polémique sur l'islamisme radical. Alors, première question, on va essayer d'avoir tous ces thèmes. On va aller vite. Et Denis, vous avez été, vous, un peu la petite Delphes, c'est-à-dire que depuis des années, Yves aussi, rendons à César ce qui est à César, mais vous aviez prévu l'élection de François Hollande depuis très longtemps. Aviez-vous prévu, certes, cette dégringolade et comment vous l'expliquez Moi, je pense que c'était une élection de rejet. Je pensais que François Hollande serait élu. François Hollande, pas Martine Aubry, par rejet de Nicolas Sarkozy. Donc c'est d'abord une élection de rejet. Et d'ailleurs, je pense que François Hollande le savait. Il redoutait, par exemple, que Sarkozy ne se présente pas, que ça soit Fillon ou quelqu'un d'autre, parce il pensait que ça serait beaucoup plus difficile. Donc on l'a d'ailleurs tous écrit, qu'il n'y avait pas d'état de grâce. Alors on s'est un peu jeté sur les premiers sondages qui étaient assez favorables, mais comment peut-il y avoir un état de grâce quand on hérite et quand on a à gérer une situation aussi complexe, une crise énorme, avec des sacrifices qu'on va demander aux Français? Alors, Hollande a fait le pari de ne pas embêter les Français pendant l'été. C'était un vrai pari qu'il a fait. Je pense que c'était un calcul. Il s'est trompé parce que tout d'un coup, l'agenda du président a été débordé par l'agenda médiatique. Et par les mauvaises nouvelles. 30 milliards et par les mauvaises nouvelles, baisse du pouvoir d'achat. Les Français sont un peu schizophrènes. C'est-à-dire qu'ils ont été agités, malmenés par Nicolas Sarkozy, qui avait un rythme d'enfer. Ils le lui ont reproché d'ailleurs, et avec Hollande, et il a raison, Denis, de dire que les Français l'ont choisi parce qu'il y avait une espèce d'apaisement. C'était quelqu'un qui paraissait beaucoup plus calme que Nicolas Sarkozy. Donc il y avait un ressort psychologique. Mais ce qui m'étonne, moi, chez François Hollande, c'est quand même le degré d'impréparation. On nous a expliqué pendant la campagne électorale que le Parti socialiste, et François Hollande notamment, avait préparé les premières réformes, que Fabius s'était penché dessus, justement. Et on s'aperçoit que finalement, sur tous les sujets, quasiment, une espèce de tâtonnement qui ressemble d'ailleurs un petit peu au caractère de François Hollande, qui est quelqu'un qui hésite, qui essaye de faire la synthèse. Alors ça c'est le côté noble de la chose, on dit il fait la synthèse, mais il y a aussi chez lui beaucoup d'hésitation, parce qu'il ne veut pas heurter, il se demande si c'est la bonne décision, et vous prenez décision par décision, il y a une difficulté à trancher qu'évidemment n'avait pas Nicolas Sarkozy. Et d'une certaine façon, Sarkozy l'a payé, parce que parfois, il est allé trop loin, et en plus sans résultat. C'est-à-dire qu'il dit « je vais faire », finalement il a fait à moitié. Pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense qu'il y avait une erreur de stratégie de communication, mais qui sait absolument ce qu'il veut faire. J'ai eu une conversation avec lui début juillet, d'ailleurs je l'ai publié dans Marianne, l'entretien. Je crois qu'il avait vraiment décidé de préparer l'été. Pendant l'été, le budget qu'on va découvrir dans 2 jours, puisque je crois qu'il sera présenté mercredi au Conseil des ministres. Et dans la conversation, il dit on va prendre des mesures extrêmement dures et extrêmement difficiles. Donc pour lui, l'acte majeur de son début de quinquennat, c'était ce budget 2013 avec cette difficulté qui est de faire les 3%. Est-ce qu'on est capable de faire les 3% l'année prochaine sans prendre des mesures terribles? Pas la rigueur, la purge. Donc je crois qu'il a fixé ce calendrier-là, et son erreur, ça a été de s'offrir une sorte de vacances de communication pendant l'été. Et puis je veux dire autre chose, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que maintenant on sait à peu près de quoi ce budget sera fait, et il va y avoir une augmentation massive des impôts, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, aussi bien pour les plus riches que pour les gens un peu plus modestes, ce qu'on appelle classe moyenne, mais ce qui est très flou, ce qui est vaste, et tout le monde va trinquer, et ça ne peut faire plaisir à personne. Non, puis on va voir quand même, s'il n'y avait que ça, ça serait un budget critiquable.
il faut espérer. Ils ont annoncé 10 milliards d'euros d'économies. On va voir où elles sont d'ailleurs. Mais enfin, visiblement, il va y en avoir quand même. Oui, oui. Il va y en avoir. Alors, peut-être un mot donc sur les Verts qui se contorsionnent. Est-ce que dans le fond, ils peuvent participer au gouvernement et ne pas soutenir ce même gouvernement sur le traité budgétaire européen? Moi, je dirais que les Verts, c'est un scandale politique. C'est une escroquerie politique. Je partage tout à fait ce point de vue-là. On va pas être polémique. C'est une escroquerie politique. Si vous prenez les Verts, ils n'ont jamais pesé lourd dans la politique française. Non. Jamais. Ils n'ont jamais réussi à se faire la place que les Grunen... Oui, parce qu'il y avait un vrai leader. Voilà. Parce que les Daniel Grunen, Cohn-Bendit, qui lui est structuré et qui a un projet politique. Si vous comparez avec les Grunen en Allemagne, les Grunen, ils ont même eu un ministre des Affaires étrangères, ce qui paraît inconcevable en France, parce qu'on se dirait là, oulala, danger. Hein, et les résultats, les bons résultats électoraux qu'ils ont eus aux européennes et aux régionales, ils le doivent principalement à un homme qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit, qui a été une véritable locomotive, qui est clair, précis, et qui a de la gouaille et ça plaît. Mais très c'est une imposture alors? C'est une imposture parce qu'ils ne pèsent rien électoralement, même s'ils avaient une mauvaise candidate. Je suis désolé, dans une élection difficile, eh bien, ils font des scores très très bas. C'est un vote protestataire dans des élections intermédiaires, ou je dirais un vote de clé des champs, si vous voulez, pour faire un jeu de mots. Et ils ont réussi ce hold-up vis-à-vis du Parti socialiste avec la complicité de Martine Aubry. Avec la complicité de Martine Aubry, en ayant des sièges de députés, donc ils ont un groupe important, et quelques réformes. On va voir ce que ça donne. Ils avaient besoin d'une majorité. Ils se sont dit, les Verts, on leur passe la main dans le dos. Martine Aubry a piégé dans cette espèce d'intermède après la primaire. Elle a piégé François Hollande, et moi je peux témoigner que franchement le camp hollandais était furieux de ce qui se passait. Ils se sont fait coincer. Ils ont payé le prix, qui n'était pas justifié, puisque quand on sait le score qu'a fait Eva Joly dans l'élection présidentielle, ça ne justifiait rien. Est-ce qu'il faudra là une marque d'autorité de François Hollande pour leur dire, bon bah écoutez, soit vous votez ce texte, soit vous dégagez du gouvernement? Moi je pense qu'il devrait le faire. Il devrait le faire, d'autant qu'on a des Verts qui sont pas très bons sur l'écologique. Ils nous partent de transition écologique, mais franchement, le contenu qu'ils donnent est vraiment d'une faiblesse incroyable. Moi, je suis pour le développement durable et pour, en effet, des énergies renouvelées, etc. Mais le programme des Verts est vide, il est inconséquent, et donc ce sont, pour moi, simplement une bande de petits politiciens. Deux mots simplement. Il faut le dire, François Hollande n'a pas besoin d'eux, mathématiquement. À l'Assemblée nationale, il a la majorité sans les Verts. Au Sénat, bon, il a une majorité qui est relative, mais il peut très bien se passer d'eux. Simplement, s'ils sont à l'extérieur, ça va être une deuxième force, si vous voulez, de contrepoint pour lui. Il y a déjà le front de gauche, ça serait un peu plus compliqué. D'une certaine manière, il a intérêt à les garder pour travailler. Ça, il sait très bien le faire. Il a fait la tête du Parti socialiste sur les contradictions des Verts pour les anéantir tout en les gardant. Alors, Marine Le Pen, qui veut interdire, elle, les signes religieux ostentatoires, donc orancard, voile et kippa. Laïcard de Marine Le Pen, ou alors elle veut effectivement aller à la pêche aux voix une fois de plus. C'est pas nouveau. Oui, elle avait commencé pendant la présidentielle. Elle tente de faire une OPA sur l'idée de République et de confondre, parce que dans le week-end, elle a aussi complètement, elle a fait une attaque frontale sur François Hollande pour dire c'est la même politique que Fillon et Sarkozy. Et donc que rien, au fond, n'a changé. Et elle essaie d'occuper ce terrain, voyant le contexte actuel, et c'est extrêmement habile, il faut dire. Elle est extrêmement habile. Sur son créneau, elle ne fait pas de faute, et elle sait par ailleurs qu'il y a une porosité nouvelle qui est apparue pendant la présidentielle, peut-être en raison de la stratégie de Nicolas Sarkozy pour aller chercher les voix du Front National. Eh bien, il y a une porosité nouvelle entre l'électorat UMP et l'électorat Front National. D'autant que c'est Fillon qui remporte. Oui. Mais elle jouera oui, ce sera gagnante. Mais les propos qu'elle vient de tenir sont des propos qui, évidemment, font hurler Saint-Germain-des-Prés, mais ce sont des propos qui, à mon avis, malheureusement, sont très bien accueillis. Pourquoi c'est habile, Yves? Pourquoi c'est habile? Parce que il y a, quoi qu'on dise, il y a un regain de communautarisme dans ce pays qui est flagrant. Que ça soit chez les chrétiens, en déclinant notamment les catholiques, puisqu'il n'y a pas beaucoup de protestants chez nous, chez les juifs, c'est pareil. Chez les musulmans, c'est pareil. Et je pense que c'est quelque chose qui est mal vécu par l'ensemble des Français dans un pays qui a tendance à se déchristianiser, néanmoins, en général. Hein. Et donc,
comme ce sont des valeurs qui ont été complètement abandonnées par la gauche, d'une certaine façon par la droite, eh bien, celle qui parle le plus clair là-dedans, c'est Madame Le Pen. Et je pense qu'en 2014, elle a donné rendez-vous en 2014 en disant on va avoir des villes et tout. 500 députés, conseillers municipaux, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. À mon avis, elle est dans la vérité. C'est-à-dire qu'elle va, comme ça va aller de mal en pis sur le plan économique, elle va pouvoir surfer sur ses clairement aussi une stratégie d'extrême droite. En période de crise, on cherche à l'extrême droite, on cherche des boucs émissaires, et donc elle choisit des boucs émissaires. Ouais. Alors, que pensez-vous aujourd'hui? On l'a appris lundi avec Libération, qui annonçait que ce projet d'investissement des banlieues qui serait financé par une partie, en partie par le Qatar. Alors, voilà, en pleine... dans ce contexte qu'on connaît aujourd'hui avec les caricatures, avec les manifs des salafistes, derrière l'argent, est-ce qu'il n'y aura pas une islamisation? Un projet culturel, voire religieux, voire politique. Voilà, projet culturel. Non, moi ce qui me désole, c'est que de voir que sur cette question des banlieues, qui est une question lourde et qu'on traîne depuis bien des années maintenant, on soit obligé d'accepter l'aide d'un pays étranger, au fond quel qu'il soit, parce qu'on sait déjà aussi que les Américains sont allés dans les banlieues et sont allés chercher les gens de valeur dans les banlieues pour faire des stages aux États-Unis. C'est une vieille stratégie des États-Unis et payante et qu'on devrait développer nous aussi d'ailleurs. Mais donc que l'État français en soit au point de devoir passer des conventions avec le Qatar pour essayer de mener une action dans les banlieues, ça c'est sidérant. Ça montre toute l'incapacité de l'État, dans le fond, à gérer ce dossier-là. Faut-il que le Qatar vienne régler les problèmes de la France dans ces zones de non-droit? Mais si, il les règle. Je pense que, vous savez, le Qatar, c'est un pays qui est redoutablement intelligent. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils ont investi dans le Paris Saint-Germain que le Paris Saint-Germain va devenir un fanion de l'islamisme en France. Rassurez-vous. Donc, ils feront tout, justement, pour éviter cette critique et on peut se rassurer. Simplement, c'est effectivement la méthode. Ce qu'on aurait pu imaginer des gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que c'est quand même le grand échec des gouvernements depuis 30 ans. Avec le ministère de la Vie, c'est quand même le faire. Là où il y a une signification, c'est quand même le partenariat public-privé. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas associé beaucoup d'entreprises françaises, qu'elles soient semi-publiques ou privées, pour justement essayer de dynamiser, mais exactement, pas uniquement. Aussi, c'est un marché la banlieue, faut pas se le nier. Mais le risque, je voudrais savoir, c'est le risque du pays qui. Comme le Qatar, où il y a une branche quand même wahhabite. Ils sont quand même assez prudents, mais symboliquement, on a fêté on l'a pas fêté d'ailleurs, à mon grand regret, le 220e anniversaire de la République une et indivisible, 21 septembre 1792, c'était vendredi. Donc personne ne l'a célébré, ce qui est quand même incroyable. Et c'est de voir un gouvernement qui est en train de se faire piétiner sur le thème républicain, droite et gauche, disons les partis de gouvernement, par le Front National, passer un accord sur les banlieues avec un État qui est quand même une monarchie et qui par ailleurs n'est pas une démocratie. Mais c'est extravagant, quoi. C'est extravagant. Et le danger, en deux mots, le danger sur l'islamisation, sur le financement. Je pense que, sincèrement, on n'a pas besoin du Qatar pour que le danger de l'islamisme court dans ce pays. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est dû au fait que la République française n'a pas été assez ferme, assez dure. Il faut arrêter avec les menus halal, il faut arrêter avec les horaires de piscine, il faut arrêter avec le port du voile. Il faut que la République française soit ferme là-dessus, sinon elle donne des voix à Marine Le Pen qui, elle, surfe de façon un peu démagogique, beaucoup démagogique là-dessus, ou alors, eh bien, elle fait que ce pays n'a plus d'unité, si vous voulez. Merci messieurs pour ce débat. L'info continue sur France 24 et on se retrouve plus tard pour la politique. À bientôt, merci.